Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président de l'Association des régions de France et président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense. Bonjour Hervé Morin. Plus belle région de France. Et la le mouvement Normandie. d'élus locaux que vous venez de créer, Hervé Morin, s'appelle justement Territoire. Ce soir, le gouvernement se déploie dans les territoires. Vous aurez d'ailleurs 2 ministres dans votre région, Jean-Michel Blanquer à Alençon et Muriel Pénicaud à Bagneux. Moi, je suis gâté en nombre de membres du gouvernement au sein de ma région. Vous irez les accueillir Écoutez, si j'ai quand même autre chose à faire que d'accueillir des ministres tous les jours dans ma région. Oui, quoi. vous n'avez même pas accueilli le président de la République quand il est venu dans l'Orne répondre à Jean-Pierre Pernaut. Oui, est-ce qu'il est vraiment venu dans l'Orne ? Oui, je crois, oui. Il a plutôt mis un studio de télévision dans une école plutôt que d'aller à la visite et à la rencontre des territoires. Donc ça ne méritait pas un accueil républicain Non, la semaine d'avant, il était à Rouen, donc j'étais déjà allé à Rouen la semaine d'avant. Bon, est-ce que c'est un bon signal quand même que le gouvernement se déploie de cette façon dans toute la France ? Le signal, c'est que le gouvernement traverse le périphérique pendant une journée pour aller expliquer à nos compatriotes la politique qu'il mène, c'est très bien. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, est-ce que les réflexes de centralisation, de jacobinisme, d'une technocratie extrêmement présente dans l'appareil de l'État empêchent le développement de politiques efficaces, innovantes dans les territoires ? C'est ça la question. La question que nous disons au gouvernement, elle est simple. Le régalien, la police, la justice, la défense, la politique étrangère, la sécurité, l'immigration, que le gouvernement le fasse et le fasse bien, le régalien économique, le droit du travail, tout ça, ok. Mais quand il s'agit de mener de politique territoriale, de politique où on est les mains dans le cambouis, laissons les territoires agir et faire. Parce que nous sommes plus agiles, parce que nous sommes plus près de nos compatriotes, parce que nous sommes capables de prendre une décision en 24 heures quand l'État met 1 an pour prendre une décision, empêtrée dans des procédures, empêtrée dans des interministériels infinis et interminables, empêtrée dans l'absence de capacité budgétaire. Exemple. Prenez un exemple concret. Alors, donnez-moi un exemple. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous combien il y a de fonctionnaires à Bercy ? Non, vous allez me le dire. Eh bien, il y en a à peu près 140 000. Enfin, qui dépendent de l'administration de Bercy. 140 000, quand il y en a 100 000 de moins en Allemagne et en Angleterre. Eh bien, on ferait mieux d'avoir un peu plus de magistrats, un peu plus de personnes dans les hôpitaux et un peu plus de personnes dans les tribunaux. Oui. Parce que, quelle est la conséquence de tout cela ? C'est que quand vous avez en plus un gouvernement qui a 80 milliards d'euros de déficit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait du contrôle, on empêche, et on empêche aussi les territoires d'agir sur des politiques qui sont collées à des territoires qui ont des problématiques particulières. Exemple de terrain, parce que ça, vous m'avez donné un exemple sur la répartition des fonctionnaires d'État, mais dans les régions. Exemple d'un défaut du retour de l'État centralisateur que vous dénoncez, Hervé Morin. Est-ce que je peux prendre l'exemple de l'apprentissage, sujet central ? Le gouvernement va a présenté au Parlement un projet de loi qui recentralise complètement l'apprentissage. Enfin, qui modifie surtout la répartition du financement. Non, c'est faux. C'est pas simplement la répartition du financement. Demain, on va avoir une agence d'État qui va fixer le prix de la formation d'un apprenti métier par métier. Donc, grosso modo, on va dire, pour former un cuisinier, ça coûte 5 000 €. Avec les branches professionnelles. Chaque centre de formation va dire, voilà, j'ai 10 élèves à 5 000 €, j'ai 50 000 € de budget. Et débrouillez-vous. Sauf qu'en vérité, la formation des apprentis par bassin d'emploi, elle est construite avec les branches dans le bassin d'emploi, avec celles et ceux qui vont embaucher les apprentis. Il y a une granularité des formations qui est extrêmement fine. On adapte chaque formation. Et là, tout d'un coup, on va avoir un système centralisé où chacun ne va pas s'y retrouver. Parce que, entre l'école de cuisine qui va former à Paris, comme l'école Ferrandi, les chefs de demain dans les 3 macarons Michelin, et l'école de cuisine dans ma région, on n'est pas exactement sur les mêmes exigences, parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes clientèles, parce qu'on ne s'adresse pas au même milieu patronal. Et derrière ça, on vous applique un système national. Si vous voulez des exemples concrets, le Mont-Saint-Michel, qui est en Normandie, ne l'oubliez pas. Je ne l'oublie pas. Il y a 2 300 000 visiteurs par an. Depuis 1 an,
le gouvernement a accepté l'idée qu'on revoie totalement la gouvernance pour qu'on puisse enfin réellement profiter des retombées. Ça fait 1 an qu'on attend la décision de l'État sur ce sujet d'interministériel en interministériel parce que le ministère de la Culture n'est pas d'accord avec le reste. C'est ça le fonctionnement de l'État au quotidien. Et nous disons, nous sommes capables d'agir rapidement sur toute une série de sujets. Même si parfois c'est la décentralisation qui inquiète, on va y revenir dans un instant sur la question des petites lignes SNCF. La question qui vous oppose au gouvernement, Hervé Morin, c'est aussi, et vous venez de le dire, celle des financements. Est-ce que vous, les régions de France, prendrez votre part à l'effort de réduction de la dépense publique ? Patrick Cohen, vous croyez que j'ai besoin des leçons de l'État pour savoir que j'ai pas besoin, qu'il faut que je sois prudent sur mes dépenses de fonctionnement ? Au vu de l'évolution depuis 20 ans, oui, quand même. Eh bien, Patrick Cohen, vous savez, je vais vous donner les chiffres. Et cela, vous pouvez faire tous les contrôles. Oui, vous allez me dire que les effectifs ont baissé depuis 1 an ou 2. Oui. Bon. Sur la période 2015-2018, les dépenses publiques, globalement, État, Sécurité sociale et collectivités ont augmenté de 65 milliards environ. Savez-vous quelle est la part des collectivités sur ces 65 milliards ? 3 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est l'État. C'est l'État ou les organismes qui sont sous le contrôle de l'État. Moi, dans ma région, j'ai pas besoin du Premier ministre pour m'expliquer que je dois maîtriser mes dépenses de fonctionnement pour être en capacité d'investir. Ce qui fait que moi, mes dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 0,9% cette année. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la tutelle d'hommes et de femmes dont la légitimité politique est celle d'être simplement désignés en Conseil des ministres pour m'expliquer ce que je dois faire. Et on est même sur un système absurde, Patrick Cohen. C'est que l'administration de Bercy a dit attention, les 1,2% d'augmentation maximum des dépenses doivent intégrer des dépenses, les crédits européens. Ce qui veut dire que nous, régions, on va être obligés de renvoyer à Bruxelles des crédits européens que nous n'aurons pas le droit de consommer parce que nous devrons rester dans les purs des 1,2%. Vous imaginez le truc de barzingue dans lequel on est. 70 000 suppressions de postes dans la fonction publique territoriale, c'est l'objectif ou la promesse d'Emmanuel Macron sur le quinquennat. C'est possible ? Vous tiendrez ça ou pas, Hervé Morin ? Je pense qu'il y a... c'est vrai que l'État, là aussi, peut nous donner des leçons, puisque je crois que la réduction du nombre de fonctionnaires de l'État cette année est de 300 personnes. C'est vrai que l'État de capacité, 324, je crois. Enfin, voilà. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai réorganisé une administration régionale et que, en contrepartie d'une amélioration du régime indemnitaire, tous les collaborateurs de la région sont repassés aux 35 heures. Bon. Ils étaient à combien avant ? Il y avait des régimes divers et variés. On a rebâti dans un accord... Ils bossaient moins de 35 heures par semaine ? Les cadres et les fonctionnaires de l'administration régionale sont à bien plus de 35 heures. Rassurez-vous, à 7 heures le soir, ils sont à leur bureau. Mais bon, il y avait toute une série d'organisations qui étaient un peu particulières. On a remis tout ça à plat. Et au 1er janvier 2019, tout le monde sera repassé à 35 heures. La SNCF, le rôle des régions dans le ferroviaire. D'abord, est-ce que vous approuvez la réforme du gouvernement ? Est-ce que vous attendez l'ouverture à la concurrence ? Écoutez, les régions de France le demandaient depuis des années pour deux raisons. Deux raisons très simples, c'est que la qualité du service s'est considérablement dégradée depuis des années, et deuxièmement parce que nous avons un coût du kilomètre ferroviaire qui est 30 à 50% supérieur par exemple à l'Allemagne, et que l'ouverture à la concurrence permettra de réduire les subventions d'équilibre que nous accordons par centaines de millions d'euros à la SNCF. Il faut savoir que quand vous achetez un billet de train, nous vous le subventionnez, Monsieur Cohen, à 75 ou 80%. Bon, je parle des trains régionaux bien entendu. Première raison. La seconde, c'est que nous avons besoin aussi d'ouvrir la concurrence sur les travaux sur les lignes, parce que nous savons que la maîtrise d'ouvrage de la SNCF provoque des surcoûts considérables. Et donc nous demandons l'ouverture à la concurrence afin que nous puissions dégager des marges de manœuvre, notamment pour investir sur ce qu'on appelle à tort les petites lignes. Qui sont les lignes les moins fréquentées en l'occurrence. Non mais pour vous donner un exemple concret, pardon d'être encore en Normandie, mais Caen-Cherbourg est considéré dans le rapport Spinetta comme une petite ligne. Qui peut penser un seul instant que Caen-Cherbourg soit une petite ligne ? Ça l'est absolument pas. Ou Paris-Grandville. Bien. Pourquoi vous ne me parlez pas plutôt d'Abbeville-le-Tréport qui ferme à la fin du mois ? Comment se fait-il qu'avec Xavier Bertrand, votre homologue de la région des Hauts-de-France, vous laissiez fermer cette ligne ferroviaire ? Parce qu'on a demandé à l'État aussi. Ce sont des lignes. Et pourquoi c'est l'État ? Mais parce que il faut 40 millions d'euros. Vous ne pouvez pas dégager 20 millions, vous ? Mais moi, vous savez combien on estime
Vous avez 1,5 milliard de budget transport à la région Normandie. Non, attendez. Vous pouvez pas dégager 20 millions pour garder cette ligne Moi, ouverte? ce que je sais, c'est que les régions sont pas les vaches à lait d'un État qui a laissé tomber des lignes ferroviaires qui sont de sa responsabilité. Et donc on est sur une discussion... Ah oui, donc c'est l'État qui doit payer et c'est vous Non, qui devez en profiter. Mais attendez, c'est l'État qui est responsable de ces lignes ferroviaires. On va tout de même pas nous expliquer d'un côté diminuer les dépenses et de l'autre financer ce que moi je n'ai pas financé. C'est très inquiétant pour l'avenir des petites lignes, ce que vous nous dites, Hervé Morin. Si les petites lignes sont confiées aux régions et que vous dites c'est l'État qui doit payer les travaux, tout va fermer. Écoutez, j'ai pris, pour tout vous dire, un petit déjeuner hier avec Elisabeth Borne. Oui. Un café, pour être plus clair. Nous avons arrêté la procédure sur les petites lignes. Puisque le rapport Spinetta dit il faut qu'on regarde cette histoire-là, on ne va pas être capable de tout financer, etc. Donc la procédure que nous avons arrêtée, c'est de dire il faut que nous ayons de la SNCF, un état des lieux extrêmement précis sur la situation du réseau ferroviaire dit des petites lignes. On s'est donné alors on garde avec la SNCF, entre le 31 juillet et le 31 août, pour qu'on ait un état des lieux. Ensuite, il va y avoir une discussion avec les préfectures pendant 3 mois pour qu'on regarde exactement comment on inscrit dans le futur contrat de plan la rénovation des lignes, en sachant que sur un certain nombre de lignes, il faut aussi qu'on intègre l'idée que désormais on est dans l'intermodalité, qu'on peut construire des modèles nouveaux, où on fait appel au digital. Pardon, ça répond pas à ma question. Il y a des Normands qui nous écoutent. Vous avez mis 15 millions d'euros, la région Normandie, pour rénover la ligne Beauvais-Le Tréport. C'est ce que vous avez mis, avec d'autres. Oui, non. Pourquoi vous ne mettez pas 20 millions d'euros pour laisser ouverte cette ligne Abbeville-Le Tréport qui va fermer sans doute pour 5 ou 6 ans ou 7 ans? Nous, avec Xavier Bertrand, nous avons demandé à l'État de regarder tous les trois, comment nous allions rénover cette ligne. Et pourquoi vous ne faites pas ce que vous avez fait pour l'autre ligne? Mais parce que tout ça mérite d'être discuté, parce qu'en même temps j'ai aussi Alençon-Le Mans, parce qu'en même temps j'ai aussi Caen-Rennes, parce qu'en même temps j'ai grosso modo 200 ou 250 millions d'euros à trouver pour rénover des lignes ferroviaires en Normandie, et que le budget de la région il n'est pas non plus sans fond, quoi. Voilà. Dernière question, Hélène Jouan. Une question sur les 80 km/h, Hervé Morin. Le 1er juillet sur les routes de Normandie, sur les routes secondaires, on devra rouler à 80 km/h. Alors au-delà du périphérique, comme vous avez dit, les élus régionaux parlent de déconnexion entre Paris et le reste de la France. Mais est-ce que vous êtes capable d'affirmer et d'assumer le fait de dire qu'abaisser la vitesse ne sauve aucune vie? Moi, je dis qu'il y a d'autres sujets. Il y a d'une part... Oui, mais sur celui-ci. Attendez, laissez-moi terminer. Est-ce que c'est la seule question qui se pose? Combien de fois avez-vous été contrôlé sur un alcotest dans votre vie de conductrice? Je vous le dis, moi. Oui. 3. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'il y a des causes beaucoup plus importantes de mortalité, qui est notamment l'alcool, les stupéfiants, Donc on touche pas à la vitesse, on contrôle le reste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner là-dessus que de réduire encore de 10 km/h. La vitesse, c'est encore un décès sur 3. Oui, enfin, ce que je sais, c'est que beaucoup de jeunes meurent, par exemple, parce que le samedi soir, il y a des niveaux de consommation de stupéfiants d'alcool qui sont extrêmement élevés, et que là-dessus, on a très peu de contrôle. Merci Hervé Morin d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.